Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. L'affaire du promoteur immobilier Bab Darna se poursuit. Des centaines de personnes réclament justice après avoir acheté des appartements et des villas à Casablanca. Les logements n'ont jamais été livrés et une affaire judiciaire est en cours. L'Espagne appelle ses ressortissants à quitter les camps de Tindouf le plus tôt possible. Le ministère espagnol des Affaires étrangères émet une note urgente sur le risque imminent d'enlèvement et d'attentat contre les ressortissants espagnols se trouvant dans les camps. De fortes pluies enregistrées dans la région d'Al Hoceima. Des précipitations qui ne sont pas sans conséquences sur la circulation routière. Des routes sont engorgées d'eau, ce qui perturbe le trafic automobile. Projection du film The Irishman dans le cadre du festival de Marrakech. Ce long métrage de l'américain Martin Scorsese est sorti récemment sur une plateforme de streaming. Dans le rôle principal, Robert De Niro, l'acteur fétiche de Scorsese. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons ce journal par ce scandale immobilier. Des centaines de personnes réclament justice après avoir acheté des logements dans la région de Casablanca auprès du promoteur Bab Darna. Les appartements et les villas n'ont jamais été livrés. Certains acheteurs ont versé jusqu'à 2 millions de dirhams. Une enquête judiciaire est en cours. Reportage Hassan Lohmadi, Youssef El Ghazi et Aziz Majid. Le récit est de Salim Abnabou. Ils crient à l'arnaque. Ce samedi matin, ils étaient une petite centaine réunis devant le siège de la société à Casablanca. Tous ont versé leurs économies entre 2013 et aujourd'hui, certains plus de 2 millions de dirhams, pour espérer devenir propriétaires d'un logement sur plan, loin de se douter que leur rêve d'achat allait se transformer en cauchemar. J'ai visité le projet en question avec le commercial à l'époque et effectivement j'ai vu que les travaux avaient débuté, alors j'ai fait confiance et j'ai réalisé un virement bancaire d'1 million de dirhams. J'ai effectué une réservation d'appartement à Madina Blanca. Mon frère également. Moi, j'ai perdu 200 000 dirhams. C'était en 2016. Depuis 2016, le projet, on a signé la réservation. Sur les documents que nous avons signés chez le notaire était stipulée la procédure de désistement. J'ai donc souhaité me faire rembourser. J'ai décidé de creuser et je m'aperçois que ce terrain qui devait accueillir nos futurs logements fait l'objet d'une saisie après hypothèque. L'arnaque hors norme fonctionne essentiellement grâce à la crédibilité marketing de l'entreprise. Il serait ainsi au moins 800 à se sentir en confiance face aux offres alléchantes. Contacté par nos équipes, le notaire en charge de la rédaction des contrats a refusé notre demande d'interview. Quant au Conseil régional des notaires de Casablanca, sa direction renvoie la balle aux autorités. La responsabilité incombe aux autorités locales, du moins celles qui ont pu laisser de tels abus se produire. Comment laisser quelqu'un vendre des choses dans la plus grande illégalité, le laisser afficher ses panneaux publicitaires, le laisser recevoir les citoyens acquéreurs potentiels avec, je le répète, de la publicité absolument partout. Le notaire devait d'abord s'assurer que le promoteur est bel et bien le propriétaire du terrain. Il ne doit en aucun cas remettre le quitus fiscal avant de s'assurer que les documents sont en règle et véridiques. En effet, le promoteur immobilier a affiché ses panneaux publicitaires autour de terrains qui ne lui appartiennent pas. De ce fait, nous contactons la commune de Dar Bouezza puisqu'elle accueille une parcelle de terre en litige justement. Et pourtant à l'époque, rien n'alerte l'architecte municipal. Concernant ce projet dont vous me parlez, nous n'avons aucune information. La société n'est pas inscrite dans le registre, elle ne fait l'objet d'aucune autorisation. Lorsque l'affaire a éclaté, nous avons mené notre enquête et effectivement, nous nous sommes aperçus que le dossier n'a pas été déposé dans notre commune car le terrain n'a pas été acheté. Même si les familles ont peu d'espoir de récupérer leur argent, 200 ont d'ores et déjà déposé plainte. Affaire à suivre. La loi de finances est débattue au Parlement. Hier soir, la Commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers a adopté la première partie du projet de loi de finances 2020. Les membres de la Commission ont notamment approuvé l'article 9 du projet qui interdit la saisie des biens et des fonds de l'État pour payer les créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l'encontre de l'État. Un article qui a fait l'objet de nombreux débats au sein de l'hémicycle.
L'Espagne appelle ses ressortissants à quitter les camps de Tindouf le plus tôt possible. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a émis une note urgente où il souligne le risque imminent d'enlèvement et d'attentats contre les ressortissants espagnols se trouvant dans les camps. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que Madrid émet une alerte antiterroriste concernant Tindouf. Plus de développement avec Rizlan Taibi. L'Espagne ne mâche pas ses mots. Elle exhorte ses ressortissants de quitter le plus tôt possible les camps de Tindouf. Son ministre des Affaires étrangères se départit de son ton diplomatique pour déconseiller à ses concitoyens de se rendre dans le sud de l'Algérie, où le risque imminent d'enlèvement et d'attentats, dont il pourrait être la cible, sont bien réels. Une mise en garde soulignée dans une note urgente de la MINURSO. Le ministre espagnol de la Défense abonde dans le même sens en soulignant que l'ONU et même l'Algérie avait confirmé l'alerte antiterroriste émise la semaine dernière par Madrid. Ces alertes corroborent l'existence de connexions dangereuses entre le Polisario et plusieurs organisations terroristes internationales et groupes criminels spécialisés dans le trafic transfrontalier de tout genre. L'organisation séparatiste qui contrôle les camps de Tindouf et y détient contre leur gré des populations privées de tous les droits a été infiltrée par des groupes djihadistes. Cette zone est devenue une plaque tournante du crime organisé et des groupes radicaux. Toujours en Algérie, le mouvement de contestation se poursuit. Pour la 41e semaine consécutive, les étudiants ont manifesté dans la capitale Alger. Ils dénoncent l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Les manifestants réclament le départ des figures liées à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika avant l'organisation de toute élection. Un sommet de l'OTAN sous haute tension au Royaume-Uni. L'organisation du traité Atlantique Nord célèbre ses 70 ans. Avant le début du sommet, le président américain Donald Trump a dénoncé les propos du président français Emmanuel Macron qui avait évoqué la mort cérébrale de l'alliance militaire regroupant 29 pays. La conférence mondiale pour le climat se poursuit en Espagne. À Madrid, la délégation marocaine, menée par le chef du gouvernement Saad-Din El-Othmani, a rappelé l'engagement du Royaume en faveur du climat. La part des énergies renouvelables dans la production électrique nationale devrait atteindre 52% d'ici 2030. Les actions menées par le Maroc en faveur du développement durable sont notamment saluées par les pays africains présents à la COP25. Reportage de nos envoyés spéciaux Rita Saha et Amin Haddou. Sensibiliser les responsables des villes et différents territoires du continent pour permettre au gouvernement de tenir leurs engagements climatiques. C'est l'objectif de ce panel. Afin d'atteindre la neutralité carbone, il est selon ces experts nécessaire de redoubler d'efforts et ceci au niveau territorial. L'expérience et l'engagement du Maroc en la matière ont d'ailleurs été salués lors de la rencontre. Nous sommes considérés comme un bon élève de la classe puisque d'un point de vue engagement, le Maroc a affiché des niveaux très ambitieux, notamment en ce qui concerne le mix énergétique et le mix électrique, avec nos objectifs nationaux d'atteindre 42% de notre puissance installée à horizon 2020 et 52% à l'horizon 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté Mohammed VI, de nombreux projets de grande envergure ont pu voir le jour dans le royaume, notamment des centrales solaires ou encore parcs éoliens, autant de réalisations qui devraient permettre de marquer la fin des énergies fossiles dans le pays. Des projets qui devraient également permettre de produire plus de 4200 MW à l'horizon 2023, dont plus de 99% provenant des énergies renouvelables. Aujourd'hui, le Maroc est bien positionné, le Maroc est bien cité. C'est un exemple en termes d'engagement, que ce soit en termes d'engagement au niveau national, en termes d'engagement au niveau continental, ou même en termes d'engagement au niveau international. Donc l'énergie, l'environnement, l'agriculture, l'industrie propre, le littoral. Donc le Maroc aujourd'hui, c'est un vrai partenaire pour les différents États. Avec la création du Centre de compétences Changement climatique 4C dont l'objectif est l'adaptation à ce phénomène, le Maroc est devenu une véritable plateforme d'accompagnement pour les pays africains. De nombreux autres projets entre le Royaume et ses voisins du continent, notamment l'Éthiopie ou encore les États d'Afrique de l'Ouest, ont également vu le jour dans le cadre de la coopération sud-sud. Des entreprises marocaines interviennent à Abidjan dans le cadre de la dépollution de la baie de Cocody. Mais dans le cadre de la mise en œuvre des CDN, je pense que cette coopération doit se poursuivre. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, il doit y avoir encore des partages d'expériences dans le cadre des organisations sous-régionales.
Lors de la 74e session des Nations Unies à New York, le Royaume avait appelé à la création d'un fonds pour garantir la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Afrique. Le Maroc s'est d'ailleurs engagé à faire bénéficier le reste du continent de son expérience pour pouvoir réduire les énergies fossiles et mener main dans la main cette guerre contre les changements climatiques. La COP25 accueille également la société civile. Un espace leur est dédié, la zone verte. Associations et entreprises venues du monde entier présentent des initiatives souvent ingénieuses pour réduire les émissions de carbone et mieux protéger l'environnement. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Rita Saha et Amin Haddo. Les visiteurs de ce stand peuvent repartir avec ces petites boîtes en main. Une fois ouvertes, ils y découvrent un objet inattendu, un morceau de carbone comestible. C'est une entreprise espagnole spécialisée dans le développement durable qui a décidé, à travers cette COP, de sensibiliser les citoyens à la décarbonisation. Le groupe qui a opté pour la neutralité carbone il y a 3 ans espère que le monde en fera de même, à commencer par ses citoyens, en dégustant et faisant donc disparaître ces douceurs sucrées. C'est sucré mais assez doux, j'aime bien. Mais pour le monde, le véritable carbone est mauvais. Il faut qu'on en finisse avec le carbone le plus tôt possible. Un combat mené par l'Espagne depuis plusieurs années. Le pays qui a construit son premier parc éolien en 1994 a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ces défenseurs de l'environnement ont d'ailleurs pu découvrir à travers cette réalité virtuelle ce que pourrait être une ville parfaite du futur si les engagements climatiques étaient respectés, notamment à travers l'utilisation des énergies renouvelables. Ce que nous faisons à travers cette activité, c'est de construire une ville durable avec des infrastructures, une énergie propre et notamment des éoliennes. J'aimerais beaucoup vivre dans une ville comme celle-ci, sans embouteillage, avec un ciel bleu, de l'eau et des plantes partout, un peu comme tout le monde. L'Espagne a annoncé vouloir redoubler d'efforts pour respecter ses engagements climatiques. Hormis ses projets d'énergie renouvelable à l'horizon 2040, Madrid compte d'ailleurs interdire la vente de véhicules diesel et essence. Les Espagnols, tout comme le reste de la planète, sont donc appelés à utiliser des véhicules plus écolos, à l'image de la voiture électrique ou encore d'un vélo, surtout s'il est fructueux, comme celui-ci. Retour au Maroc où de fortes pluies sont enregistrées dans la région d'Al Hoceima. Des précipitations qui ne sont pas sans conséquences sur la circulation routière. Des routes sont engorgées d'eau, ce qui perturbe le trafic automobile. C'est un reportage de Fouad Azzouzi et Mohamed Hajoub. Le récit est de Oussama Al-Baqali. Les pluies torrentielles qui n'ont pas cessé de tomber sur Al Hoceima ont vite fait de s'accumuler au bord de plusieurs artères de la ville. À certains endroits, comme ici sur cette route menant vers la commune d'Ejdir, la pluie et la boue ont interrompu la circulation. Pour les citoyens, le spectacle de cette boue investissant la chaussée est devenu tristement habituel. À chaque pluie, c'est la même chose. En septembre, c'était pire. L'eau s'accumule rapidement et devient profonde jusqu'à bloquer les voitures. Des précipitations qui, comme prévu par la direction de la météorologie nationale, étaient très fortes, augmentant le niveau des rivières. Mais certains canaux de récupération des eaux pluviales, comme ici à Boulmiz, dans la périphérie d'El Hoceima, ne remplissent même pas leur fonction. J'ai essayé de ramener l'eau à l'égout pour l'évacuer. Vu que la bouche est surélevée par rapport à la route, l'eau ruisselle depuis le haut de la montagne jusqu'au village. Malgré les pluies ininterrompues, les ruisseaux d'eau et les routes glissantes, certains conducteurs, par habitude ou insouciance, ne ralentissent même pas, augmentant le risque d'accident et arrosant de boue les passants qui s'amuseraient à trop s'approcher. Et en cette période d'intempéries et de baisse des températures, les actions de solidarité se multiplient. Des caravanes médicales sont lancées au profit des populations des zones rurales enclavées. Dans la région d'Azélal, des médecins marocains et saoudiens se sont mobilisés pour accueillir les patients souffrant de problèmes oculaires, notamment la cataracte. Cette initiative devrait bénéficier à plus de 2000 personnes. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chima. Fournir des services médicaux à plusieurs patients souffrant de problèmes oculaires, tel est l'objectif de cette caravane humanitaire qui a ciblé les habitants de la région d'Azilel. Durant 4 jours, le staff médical composé d'une douzaine de médecins marocains et saoudiens ont procédé à l'auscultation de près de 2000 personnes. L'occasion pour les patients vivant dans les zones enclavées de la région de bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement complet.
Cette initiative, bien sûr, a un rôle important pour la prise en charge des malades qui se trouvent dans les zones enclavées et même pour des personnes qui se trouvent à limitrophes de la province d'Azilel. Et cette initiative il se coïncide avec la vague de froid. La campagne se déroule comme prévu, et ce, grâce à Dieu, mais aussi aux efforts déployés par la préfecture d'Azilel, ainsi que nos confrères du ministère de la Santé et du centre hospitalier de la région. Plus de 500 cas de cataracte ont été diagnostiqués et traités via intervention chirurgicale. Les patients opérés ont également bénéficié d'un suivi médical post-opératoire. Ils nous ont fait passer des examens ainsi que des radios. Nous avons ensuite été opérés. Nous sommes revenus aujourd'hui afin de changer le pansement. J'ai subi une opération et aujourd'hui je vais bien. Je tiens à les remercier pour cela. Après Azilel, la caravane médicale fera escale du 3 au 10 décembre dans la région de Chichawa. Une autre action de solidarité à Casablanca cette fois-ci. Une association permet à des personnes atteintes de trisomie de découvrir le monde de l'entreprise. L'objectif est de favoriser leur intégration future dans le marché du travail. L'insertion professionnelle est l'un des principaux défis qu'affrontent les personnes souffrant de handicap, dont la journée mondiale est célébrée aujourd'hui. C'est un reportage d'Abdel Fattah Moumen, le récit est de Rizlan Taibi. Sarah et Mehdi viennent de terminer une formation dans le domaine du transport et de la logistique. Aujourd'hui, ils visitent une entreprise spécialisée pour mettre en pratique leur savoir-faire. Ces jeunes trisomiques de 24 et 26 ans ont 24 heures afin de convaincre le service des ressources humaines de leurs compétences pour être recrutés. Je vérifie les colis et leurs références et je scanne les codes barres. C'est la première fois que je mets les pieds dans une société, j'ai été bien accueillie. 40 entreprises dans les secteurs du jardinage, de l'hôtellerie et de la restauration ont réservé un quota aux personnes atteintes de handicap mental. Un projet piloté par l'association Anaïs qui a vu le jour l'année dernière. Nous leur offrons une occasion pour mettre le pied dans l'étrier, découvrir le monde de l'entreprise et pour nous aussi afin d'évaluer le rendement. Le handicap n'est en aucun cas un critère de sélection. La méritocratie est notre seul critère. Nous embauchons les meilleurs, même s'ils ont un handicap. Chaque année, 1000 nouveau-nés atteints de trisomie 21 naissent au Maroc, où on compte 2 millions de personnes à besoins spécifiques. En plus de la consolidation de l'arsenal juridique, cette tranche de la société a besoin que ces lois soient appliquées sur le terrain pour favoriser son intégration socio-économique. Direction à présent Marrakech. Le 18e Festival international du film se poursuit. Fidèle à sa tradition, le festival propose des conversations entre les artistes et le public. Des discussions libres sur la carrière et la vie d'acteurs et de réalisateurs. Au Palais des Congrès, l'Iranienne Golshifteh Farahani et la Tunisienne Hind Sabri sont revenus sur leur parcours. Reportage de nos envoyés spéciaux Samia Harissi et Hicham Bahlawan. Entre Golshifteh Farahani et Hind Sabri, le courant passe immédiatement et pour cause, les deux actrices ont plus d'un point en commun. Elles ont toutes les deux joué leur premier film à 14 ans. Le silence des palais de Moufidat Lati et Le Poirier de Darioush Merjoui, qui ont tous les deux été primés dans des festivals à l'époque. Et toutes les deux ont brillé à l'international en incarnant des rôles de femmes engagées. Une conversation à bâton rompu. Rencontrer Hind aussi pour moi et son travail, elle est une femme fascinante, extraordinaire, une actrice immense, belle surtout à l'intérieur, extérieur, et le travail qu'elle a fait, j'étais fascinée de regarder les extraits que j'ai vus, j'ai dit mais je dois aller chercher tous ces films et les voir, c'est extraordinaire le travail qu'elle a fait. Et c'est une interprétation, encore une chose. Les deux actrices ont longuement évoqué leurs expériences, leurs engagements à l'écran et dans la vie, en visionnant leur filmographie respective.
Elle a fait un film en Tunisie qui s'appelle Un divan à Tunis. J'étais membre du jury à Venise et le film était en compétition. Donc moi je connaissais Golshifteh en tant que comédienne mais pas en tant que personne. Mais c'est vrai que le courant est vite passé. C'est une très bonne comédienne et puis surtout une intellectuelle. Difficile de traverser une carrière de 25 ans en 1h30. Mais c'est vrai que j'ai aimé aujourd'hui dans cette conversation le fait qu'on soit passé par toutes les étapes. Tunis, le destin qui m'a amené vers le cinéma et puis ensuite le Caire, le choix de faire du cinéma et maintenant la synthèse des deux, c'est-à-dire que maintenant j'ai un pied ici, un pied là-bas. Une conversation sur un ton léger pour aborder les sujets du siècle, l'image de la femme orientale dans le cinéma, les questions de parité et d'égalité. Hind Sabri et Golshifteh Farahani, deux femmes libres et courageuses qui ont marqué de leur talent le 7e art de leur pays respectif, la Tunisie et l'Iran, avant d'entamer une carrière internationale. Et l'un des moments forts du festival est incontestablement la projection hier soir du film The Irishman. Ce long métrage de l'américain Martin Scorsese est sorti récemment sur une plateforme de streaming. À Marrakech, le film a été projeté sur grand écran. The Irishman met en scène un homme de main de la mafia, joué par Robert De Niro, acteur fétiche de Scorsese. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Samia Harissi et Hicham Bahlawan. Après l'hommage de Bertrand Tavernier, Harvey Keitel revient cette fois présenter The Irishman, sorti sur une célèbre plateforme de streaming le 25 novembre dernier. Le dernier film de Martin Scorsese, qui a tenu à remercier le festival de le projeter sur grand écran. Le réalisateur avait fortement déconseillé au public de le visionner sur son téléphone portable. Je pense que le monde du cinéma change beaucoup, mais je suis très reconnaissant à Netflix qu'ils nous permettent de montrer le film sur grand écran. Donc même si la plupart des spectateurs du film seront des spectateurs à l'internet, ce soir-là, on peut le visionner sur un très grand écran et je pense que Scorsese a fait le film pour le cinéma. Sur le tapis rouge, de nombreux acteurs et réalisateurs ont bravé la pluie pour voir The Irishman. Super, Scorsese, De Niro, Pacino, Pesci, Harvey Keitel. C'est du rêve à les regarder, donc les 3h30, ça passe comme 20 minutes. Scorsese ne fait pas seulement de bons films, il s'intéresse à la culture du cinéma. Un film de 3h30 où De Niro rajeuni de 30 ans par ordinateur pose un regard bleu acier sur le monde de la pègre. On retrouve l'univers fétiche de Scorsese, celui des affranchis, de Casino et des infiltrés, un projet qui a mis plus de 10 ans à aboutir et a été refusé par plusieurs studios avant que la célèbre plateforme de streaming ne décide de le produire. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. L'Espagne appelle ses ressortissants à quitter les camps de Tindouf le plus tôt possible. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a émis une note urgente où il souligne le risque imminent d'enlèvement et d'attentats contre les ressortissants espagnols se trouvant dans les camps. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que Madrid émet une alerte antiterroriste concernant Tindouf. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zahra Etihel pour Al Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.